Livre 1, chapitre 7. Nous commençâmes à nous retrouver au début de l'automne suivant. Je remarquai certains changements en lui, mais je ne pourrais pas les expliquer. Il évitait les thèmes touchant aux évangiles. Une fois seulement, comme je lui disais que je ne parvenais pas à comprendre pourquoi il était si dévoué à Jésus-Christ et en même temps si porté à la lecture des œuvres mayas, incas, guaranis, hindoues et chinoises, il me fit cette observation. Chaque peuple, chaque race, chaque nation, chaque époque a eu des messagers qui ont témoigné de la même et unique vérité, même quand ils ont employé des mots, des symboles et des allégories différentes. Ces signes n'ont pas une valeur permanente en eux-mêmes, ce sont seulement des moyens qu'on doit écarter peu à mesure que grandissent l'entendement et l'expérience de la réalité. Mais pendant bien longtemps, dans nos vies, nous ne pouvons voir que des mots dans les mots et des symboles dans les mots. Lorsque nous constatons que deux symboles ne sont pas identiques, nous nous préoccupons bien peu de vérifier si nous sommes dans le vrai ou non. Nous croyons pendant très longtemps que les différences extérieures sont les mêmes à l'intérieur. Mais chaque symbole est un mot, et chaque mot est un symbole. Combien savent vraiment ce qu'ils disent en disant « moi » ? Cette explication fut suivie par quelque chose sur les dimensions du temps et celles de l'espace. Comme je l'ai indiqué, je notai la plupart de ces paroles. Mais dans cette occasion, je ne le fis pas. Et je me souviens vaguement d'une phrase de ce genre. L'espace est du temps, il existe 3 dimensions de l'espace et 3 du temps. Le symbole hébreu de l'étoile à 6 branches indiquait que l'espace et le temps étaient une seule chose, un seul être. Si je me souviens bien, une fois il me dit encore que ces paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », pouvaient être comprises en physique comme les 3 dimensions du temps. De plus, elles constituaient un processus cosmique qui, conjugué à 5 autres, basés sur la Trinité, composait tous les processus universels, dans tous les degrés de l'être. Mais, comme je l'ai déjà dit, je ne conserve pas de notes de ces paroles sur ce thème, bien que, selon mes déductions, il en existe des écrits quelque part. Beaucoup d'autres de ces propos me sont entrés dans une oreille et en sont ressortis par l'autre. À cette époque, en dehors de mon amitié avec lui, j'étais intéressé par bien des choses, mais notre amitié restait inébranlable. Il n'était pas un homme à parader. Il s'habillait bien, mais sans luxe. En s'appliquant un peu plus, il aurait pu être quelqu'un d'élégant. Pour une quelconque raison, il essayait de se vêtir très discrètement et paraissait ne pas vouloir attirer l'attention. Mais, d'après ma façon de voir les choses, il l'attirait même quand il ne le désirait pas. Je me proposais souvent d'examiner soigneusement ce qu'il disait. J'enviais son calme, sa sérénité. En revanche, j'étais d'un jour à l'autre une poudrière, puis une mer de douceur. Quand je subissais quelque contrariété, je ne pouvais que me rappeler ces paroles. Nous continuions à nous rendre tous les deux à la même église, tous les après-midi. Mais par suite de la guerre, ma vie commença vite à changer, et le temps devint plus court pour moi. Après des visites rapides et chaque fois plus isolées, je passai d'abord par plusieurs jours d'absence. Ils se transformèrent en semaines, et soudain je me rendis compte que j'avais cessé de prier, de discuter aussi avec mon ami. Je ne le voyais plus, sauf quand, sans me prévenir, il se présentait à mon bureau. Ma situation s'était beaucoup améliorée. J'étais un homme prospère. J'avais une charge importante, et comme tous les hommes importants, je manquais de temps pour bien des choses, comme, par exemple,
tenir la promesse que j'avais faite de n'être aucun jour absent à l'église. Je me justifiais en accusant la guerre. Mon téléphone fonctionnait sans répit. Il devint nécessaire de faire installer un numéro privé. Tous les jours, me rendaient visite ou m'appelaient des fonctionnaires du gouvernement, des ambassades, de grandes firmes commerciales, etc. Et selon le cours naturel des événements, ces contacts professionnels se transformèrent bientôt en amitié personnelle. Mon cercle s'élargit. Les inévitables invitations à des fêtes, des vins d'honneur et des réunions en petits comités qu'organisait un groupe ou l'autre commencèrent à me parvenir. Et moi, qui ne trouvais pas une demi-heure pour aller à l'église au cours des après-midi, je découvris que je pouvais remplir toutes ces fonctions sociales. Certes, j'avais toujours recours à cette excuse. Il s'agit de la guerre et je me dois au public qui paye mes services. Un jour, quand je donnai une explication analogue à mon ami, il me regarda avec une expression compatissante et, prenant une feuille vierge sur ma table, il écrivit « Ne te sens jamais assez parfait pour baisser la garde ou relâcher ta vigilance. Aime-toi comme il faut, mais ne te prostitue pas à toi-même. » Garde cette feuille dans un endroit où tu pourras la voir souvent, me dit-il en me la remettant. Ensuite, il se leva et il partit. De nombreux mois passèrent où je ne le vis pas. Je me le rappelais souvent. Ses étranges observations, ses conseils opportuns sur des problèmes sur lesquels je le supposais tout à fait ignorant, tout cela, et ma propre conscience, produisaient en moi une singulière inquiétude chaque fois que je pensais à lui et que je lisais ces mots. Vers cette époque commença la fureur du bon voisinage. La frénésie panaméricaine se déclencha. Les intrigues internationales, à laquelle serait la plus mesquine, fleurissaient de toutes parts. Je pus me rendre compte que de nombreuses puissances européennes, prétendument alliées aux États-Unis, combattaient en secret l'idée du bon voisinage. Tous voulaient une part du gâteau dans les bénéfices que produisaient les fructueuses affaires de la guerre. Ni les industriels, ni les exploitants de mines, ni les politiciens, diplomates ou journalistes, n'étaient libres de cette tentation. Et j'y succombais moi aussi. Ce fut avec un grand plaisir, par l'intermédiaire d'un ami qui spéculait fortement à la bourse des valeurs et qui avait besoin d'être bien informé, au moment opportun, sur les événements de la guerre. Je commençai ainsi à m'enrichir. D'autre part, certaines organisations de propagande en vinrent à me demander ma collaboration sous forme d'articles. Et plus ceux-ci étaient emphatiques et stupides, plus elles les payaient. J'acceptai et gagnai plus d'argent. Une fois, je me rappelai quelques observations faites par mon ami lors des premiers sondages sur le bon voisinage des États-Unis. Seul celui qui paye comptant peut être un bon voisin. Personne aujourd'hui n'est en mesure d'agir ainsi, encore moins les pays sud-américains. Mais comme l'homme vit de belles paroles, les plus belles étant les plus sottes, ces pays trouvent le concept ronflant. Ils l'applaudissent et ne savent pas dans quelle situation ils se mettent. C'est un concept dont l'origine est la parabole du bon samaritain. Mais, aux États-Unis, quelqu'un l'a déformé, et les autres nations l'ont déformé encore plus. Mais l'idée est plaisante, et comme les dollars abondent aux États-Unis, c'est vers là que se dirige la comparse panaméricaine, qui n'est rien de plus qu'un serpent à 20 gueules et une tête. C'est trop caustique, lui dis-je. La vérité est toujours caustique, surtout pour les hypocrites. Ne t'identifie pas autant à la propagande que tu écris,
Alors, tu pourras voir peut-être quelque chose de la réalité. Mais le bon voisinage implique du moins une bonne intention. Satan a les meilleures intentions envers l'homme. C'est pourquoi il l'abêtit. Tu considères tout si froidement. Le panaméricanisme est une bonne résolution. Tu dors encore. Si tu comprenais que l'homme ne peut pas avoir de continuité dans ses propos, tu saisirais vite que l'intention ne suffit pas. Si l'homme était capable de maintenir une continuité dans la pensée, dans le sentiment et l'action, ses bonnes résolutions donneraient des fruits généreux. De même que l'individu en a de bonnes un jour, et que le lendemain n'importe quoi l'en détourne, il se passe une chose semblable en politique. L'idée de la démocratie est plus vieille que la marche, mais elle est impossible à réaliser parce qu'elle exige un discernement que bien peu possèdent. Parmi mes notes de cette époque, je trouve une page d'une lettre qu'il m'écrivit au sujet de la politique internationale d'alors, durant l'un de ses voyages. Il s'y exprime ainsi. Monsieur Roosevelt est, sans doute, un homme très bien intentionné. Mais il s'avère que son unique bon voisin est sa cigarette. De la même manière, le seul allié véritable de M. Churchill est son cigare, et le seul camarade de M. Staline est sa pipe. Remarque bien, ni Hitler ni Mussolini ne fument. Ils sont trop vertueux, et comme tout fanatique de la vertu, ils ne voient la paille que dans l'œil d'autrui. Quand cette guerre sera finie, il y en aura probablement une autre, et avec elle peut-être la science progressera jusqu'à cette extrémité, se donner le plaisir et savourer la gloire d'avoir détruit la civilisation. Rien n'est plus facile que de prophétiser une guerre. Mais la guerre implique aussi le malaise dans la vie des peuples et de l'individu même. Si celui-ci employait ce malaise intérieur pour son développement, et s'il tentait au moins de découvrir d'où vient ce malaise et pourquoi il se produit, je crois qu'il ferait un pas vers la paix. Mais il n'est pas facile d'obtenir que l'homme comprenne ceci. Face au phénomène céleste, il est moins qu'un atome. La paix est une conquête individuelle. Elle n'a jamais été une œuvre de masse, et encore moins des armées. L'homme n'a pas encore appris à tirer profit des enseignements de l'histoire, ni de l'expérience. La Société des Nations fut pendant de nombreuses années une illusion de paix. En vérité, elle fut un foyer d'intrigue. Mussolini la détruisit d'un coup de plume. Après cette guerre, il est possible qu'il s'en produise une autre assez semblable, mais portant un nom différent. L'homme éprouve un grand plaisir à désigner ou à changer les noms des choses les plus anciennes de l'histoire. La Société des Nations Unies fut morte-née. Elle était déjà morte en Grèce voilà plus de 2000 ans, avec l'Amphictyonie. Il ne s'agit pas d'organisation, il ne faut pas changer de nom, mais il faut changer l'homme. Ne me demande pas de prendre le bon voisinage au sérieux, car tout ce qui s'élève là n'est qu'un tas de mensonges. Ce qu'il y a de tragique, c'est que personne ne ment intentionnellement. Nul ne prend conscience du grand mensonge. Observe en toi-même. Observe comment tu as déjà commencé à croire à chaque mensonge que tu écris. Dans tout cela, je fus intéressé par cette idée. Un bon voisin ne peut être que celui qui paye comptant. Je décidai de l'utiliser pour un article et, lorsque je le publiai, ma vie a souffert d'une nouvelle transformation, reliée d'une certaine façon avec cet ami étrange. Je me vis lancé en plein dans les intrigues de l'espionnage politique. Quelques jours après avoir élaboré cette idée dans une série d'articles, je m'avisai que j'étais en contact avec certains vendeurs d'une machinerie qu'on ne pouvait fabriquer nulle part.
Je l'ai connu par l'intermédiaire de quelques amis diplomates. Et dès lors, mon importance s'accrut. Je m'aperçus tout à coup que même mes opinions étaient importantes. Même les âneries les plus achevées que je pouvais dire lorsque j'avais un peu plus d'alcool dans le corps commencèrent à prendre de l'importance. Le crédit et la considération qu'on m'accordait ne reposaient ni sur mon intelligence, ni sur mon sens critique, car depuis longtemps, je n'utilisais aucune de ces deux qualités. Ils s'appuyaient directement sur la charge que j'exerçais et que je continuerai à exercer pourvu que j'obéisse à cette niaiserie, mon importance. Le récit de mon histoire, parmi toutes les intrigues d'alors, n'est pas utile. Je cite seulement les faits se rapportant à mon ami et à ses idées. Mais ce que je pus observer chez les politiciens, diplomates et espions que je fréquentais pourrait donner lieu à une belle comédie humoristique s'il ne risquait pas d'y avoir des conséquences tragiques qu'entraîne l'activité de cette faune et de cette flore de notre culture. J'écris, je le constate, avec une certaine rancune, et je ne le cache pas. Et si mon ami avait la possibilité de lire ceci maintenant, il dirait sans doute quelque chose de ce genre. Tu n'as pas appris à pardonner. Tu dors encore. Ta faune et ta flore ne peuvent arrêter ni mutiler la vie. En écrivant ces mots, je prends conscience de ma profonde nostalgie, de la peine immense que j'éprouve à ne pas être auprès de lui à cette heure. Mais revenons au récit. Un soir, il m'invita à dîner avec lui. Ma confiance n'avait pas diminué. Nous discutâmes longuement, avec une grande jovialité. Je lui rapportai mes observations, et il sourit tendrement et d'un air compréhensif comme pour me dire « Les pauvres ne sont pas coupables ». Après avoir soupé, nous allâmes ensemble dans mon appartement qui contrastait beaucoup avec cette simple pièce de pension où j'avais vécu tant d'années avant de parvenir à être important. Il regarda tout en silence. En me rappelant cette nuit, je vois combien ma conduite fut fade. Je commençai par lui montrer avec fierté tous mes biens, les titres de mes actions, mes vêtements, un sympathique bar miniature, un coin de sport avec son sac de sable, le punching ball, les gants de boxe et les haltères en fer, ma belle bicyclette italienne. Quand j'eus terminé ma démonstration, je lui dis d'un ton présomptueux. « Qu'en dis-tu » ? « C'est parfait, me dit-il. Il ne te manque pas beaucoup pour être un parfait crétin. Je ne fais pas allusion à tout ça, au confort, mais à ton attitude face à tout ce bien-être et au mal que tu te fais toi-même. » « Je ne comprends pas, lui dis-je. Je gagne assez d'argent, je vis bien et je jouis de la vie. » « À quel prix ?»« Je ne le trouve pas si terrible, protestai-je. Ne sois pas si bigot. Il ne te manque plus qu'à critiquer les traces de femmes que tu as trouvées. Ce sont peut-être les traces de la seule chose décente qui te reste. Mais c'est ta vie, vis-la comme bon te semble. J'éprouvai une vague crainte en entendant ces mots. Nous gardâmes le silence un moment. Ensuite, je ressentis un désir véhément de lui avouer tout ce qui me torturait. « J'ai besoin de ton aide, lui dis-je. »« Je t'écoute. » Je lui expliquai toutes les choses qui s'étaient transformées en un effroyable dilemme au-dedans de moi. Ce cercle infernal de mensonges dans lequel j'étais tombé. Il écouta avec une grande attention. Il me posa quelques questions pour que j'éclaircisse certains points que je ne voulais pas lui exposer ouvertement. Lorsque j'eus achevé, il réfléchit un instant. « Qu'en dis-tu » lui demandai-je. « Que veux-tu que je te dise ?»« Ce que j'ai à faire. » « Fais table rase, coupe avec tout, abandonne tout ça et recommence. »« Mais tu es fou !»« Non, le fou c'est toi.
Regarde où tu es arrivé. » Et après s'être dirigé vers la salle de bain, il sortit de l'armoire à pharmacie un flacon qui contenait des pastilles d'un stimulant avec lequel je devais activer chaque jour mon système nerveux pour pouvoir supporter un train de vie pareil. Quand je le vis avec le flacon à la main, je pris conscience de bien des choses, de son énorme pouvoir d'observation, de sa bonté réelle et de l'affection qu'il me portait. Mais je sentais que les choses étaient allées trop loin. Je baissai la tête en silence. « Heureusement qu'il te reste un peu de honte, » me dit-il. « Profites-en et reprends le fil de ta vie avant qu'elle s'achève complètement. D'ici peu tu passeras de ce stimulant aux drogues, et quand tu éprouveras la nécessité de fuir le fumier où tu vis, le sac de sable et tes gants de boxe disparaîtront et tu mettras des tableaux pornographiques à leur place. Maintenant, cet amour qu'il y a dans ta vie peut t'aider. Mais si tu ne le comprends pas, si tu ne t'accroches pas à lui de toutes tes forces, si tu continues à céder à la tentation de cette manière, tu perdras l'amour et tu chercheras l'orgie. Tu sais bien que je ne peux pas abandonner mon travail. Tu sais de quoi il s'agit. Tu sais que c'est la guerre. C'est ton affaire. Tu m'as demandé ce que tu devais faire et je t'ai répondu. Je n'ai rien de plus à te dire. Ce fut alors que je commis une erreur lamentable. Écoute, lui dis-je, tu es plus intelligent que moi. Je te donnerai la moitié de tout ce que j'ai et tout ce que je gagne si tu m'aides à sortir de là. Il me regarda en silence, sans dire un seul mot. Je me rendis compte trop tard de quelle façon je l'avais blessé. Je vis les larmes apparaître dans ses yeux. Il s'éloigna, accablé par une tristesse extraordinaire. Et quand il était déjà devant la porte, il dit « 30 pièces d'argent !» J'éprouvai le désir de lui demander pardon, mais quelque chose me retint. Je m'approchai du bar et, tandis que je me servais un verre de whisky, je me souvins de cette autre scène silencieuse qui semblait avoir eu lieu dans un passé trop lointain déjà, de cette fois où dans l'église je m'étais crié « Merde !» et qu'il avait répondu « Amen !» Je bus le whisky d'un seul coup et je regardai les pastilles de stimulant qu'il avait laissées sur la table du bar, et je me dis à voix haute « Qu'il aille donc au diable !» Je bus du whisky jusqu'à m'enivrer.